6h12, le soleil vient de se lever, l'air est frais, les nuages d'un blanc éclatant sont magnifiques, de belles odeurs florales viennent chatouiller la narine droite. Peng, 6 ans, qui pèse 23 kg pour 116 cm, court déjà depuis 42 minutes. Ce matin, comme tous les matins, en sortant du lit, après avoir fait une nouvelle fois le même rêve, il fait très souvent ce même rêve, il avale les kilomètres. Mais ce n'est pas ce qu'il déteste. On ne sait pas si on peut parler de lit parce qu'il n'y a ni matelas, ni sommier, ni structure, ni drap, ni couverture, ni même un oreiller. Il dort pratiquement à même le sol, sur un espèce de tapis de feuilles tressées qui recouvre ce qui s'apparente à une dalle de béton en utilisant son bras droit comme oreiller. Autant vous dire que si vous ou moi essayons ce pseudo-lit, on se réveillerait pour peu qu'on arrive à trouver le sommeil, tremblotant, les doigts recroquevillés, engourdis par le froid, avec un dos en compote, un violent torticolis et un bras paralysé. Mais ce n'est pas ce qu'il déteste. Peng est un enfant thaïlandais qui habite dans un petit village reculé du nord-est de la Thaïlande. C'est un boxeur presque entre guillemets professionnel. Non pas par choix, par passion ou par envie, mais simplement parce qu'il doit nourrir sa famille. Il vit avec son grand-père et son grand frère de 7 ans qui est lui aussi boxeur. Sa famille est tellement pauvre que ses parents ont dû migrer à Bangkok, la capitale, pour gagner leur croûte. Peng et son frère n'ont pas vu leurs parents depuis plus d'1 an. D'ailleurs, ils ne les verront très probablement que dans 2 ou 3 ans, parce qu'il faut du temps avant de rembourser le voyage, les frais et de générer une épargne suffisamment intéressante pour rentrer. Étant donné que leur grand-père est âgé, il ne peut pas travailler, les enfants ont très vite appris ou ont été contraints d'apprendre à être autonomes. Autonomes dans le réveil, les tâches ménagères, la préparation des repas, la toilette, etc., etc. Bref, dans un grand nombre de domaines. Après la séance de footing ou de running, qui dure en général entre 1 heure à 2 heures, le petit Peng se rend au ring du village pour perfectionner son art, le Muay Thai, l'art martial national. Le gamin et son frère s'y entraînent matin et soir 7 jours sur 7. À seulement 6 ans, c'est déjà un champion régional. Oui, il fait déjà des combats depuis presque 1 an. Oui, il a commencé à combattre à l'âge de 5 ans. J'ouvre une parenthèse, je ne suis pas là pour porter un jugement, dire que c'est bien ou mal. Pour l'instant, au lieu de donner mon avis, je préfère relater les faits et vous laisser tirer vos propres conclusions. Parce que ce n'est pas le sujet du jour. J'aime bien être pragmatique, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte pour être objectif, comme la culture, les biais cognitifs, le contexte familial, la situation géographique, le statut social, l'aspect économique, le poids des traditions, les croyances et bien plus encore. Parenthèse refermée. C'est un combattant redoutable et redouté. Il a remporté 43 combats sur 44. Sa réussite, il la doit essentiellement à son pourquoi fort et à sa discipline de fer. Peng est motivé. On peut se demander si à 6 ans il a le choix. C'est plus une question de survie pour lui et pour sa famille. Parce que dans son village, il n'y a guère de possibilité de gagner sa vie. Surtout si vous n'avez pas de terre cultivable ou un physique vous permettant de travailler dans les champs. Peng gagne en 15 minutes, s'il remporte le combat, l'équivalent d'1 mois, parfois même 2, de salaire dans la région. De quoi s'assurer et assurer à sa famille plus de tranquillité, de confort et moins de stress. Mais avant d'en arriver là, le gamin a dû affronter les réveils quotidiens, les interminables footings, la faim, la fatigue, la souffrance, la douleur, la peur, etc., etc. Le pire, c'est que ça continue et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Rappelons que le petit n'a que 6 ans. Qu'est-ce qu'on faisait nous à 6 ans ? Qu'est-ce que font les gamins de 6 ans dans notre magnifique pays? Quelles sont leurs principales préoccupations? Rappelons aussi qu'ils se réveillent à 5h30 pour s'entraîner tous les jours, sans exception, du dimanche au lundi. Malgré un mental d'acier bien souvent, son corps ne suit plus et du coup, même avec la meilleure volonté du monde, ses yeux ne s'ouvrent pas. Ce sont en général les bons mots, justes, sages et emplis d'amour de son grand-père et le rappel de la dure réalité qui permettent à ce petit bout de chou de trouver la force de se lever. On a tous connu ce moment où on a envie que d'une seule chose, c'est de se plonger dans les bras de Morphée pour recharger les batteries. Pas vrai? On est tellement fatigué, harassé, éreinté qu'on ne peut plus parler, plus bouger, même pas les paupières, ni même penser, on est complètement vidé. Alors oui, pour Peng, le réveil est extrêmement dur, ce qui est déjà un gros problème. Malheureusement, ce n'est souvent que le premier problème de la journée. Le premier problème d'une longue série. En effet, vous imaginez bien que lorsqu'on a, entre guillemets, un lit rustique et rudimentaire, en général, le reste est dans la même lignée. En tout cas, là-bas, ça se vérifie. On est loin de la salle de bain et de la douche qu'on connaît. Là-bas, c'est plutôt seau d'eau glacée pour s'éclabousser le visage et le corps. Alors, pour réveiller, ça réveille, c'est sûr, mais pour le confort, il faudra repasser. Le petit déjeuner de l'enfant est tout aussi simple. On est loin du, entre guillemets, traditionnel bol de céréales, même si je considère que le bol classique de céréales est un véritable poison
raison, mais ça, c'est une autre histoire qui fera probablement l'objet d'une prochaine vidéo. Avec le fameux jus d'orange, même avis que pour le bol de céréales, et les viennoiseries ou autres spécialités de chez nous. Ensuite, vous imaginez bien que l'équipement pour le footing ou le running est plus que léger. Il n'a pas les dernières baskets respirantes ultra légères dotées de la toute nouvelle technologie inspirée des sauterelles pour amortir les chocs à chaque foulée, c'est plutôt sandalette artisanale. Après le réveil, la pseudo-douche, le petit-déj et le footing, c'est l'heure de l'entraînement au dojo. Là encore, on est loin de nos dojos. Un grand ring central entouré de 3 petits rings font office de dojo. Le ring central est celui utilisé pour les entraînements, les autres sont utilisés pour les entraînements au combat. Les planches de bois qui font office de tatami vous angoissent dès que vous les apercevez en imaginant une chute. Mais ce n'est pas ce que le petit Peng déteste le plus, ni même les cris de son entraîneur. Ce qu'il déteste le plus, c'est de taper dans ce gros sac de frappe marron en cuir, bien que naturel, bio et éco-responsable, rempli de riz qui est dur, très dur. Chaque coup de poing et chaque coup de pied lui font de plus en plus mal. Le plus terrible, c'est quand il doit taper fort, très fort, avec ses coudes, ses avant-bras ou ses tibias. Il déteste cet exercice plus que tout au monde. Parfois, il doit taper dessus pendant des heures, des centaines de fois. Comme tout combattant, il doit durcir ses tibias pour se protéger, encaisser les coups et vaincre son adversaire. Vous connaissez la fragilité du tibia, surtout au début, pas vrai? Vous vous rappelez du dernier gros coup à cause d'un meuble, d'une glissade, d'une bousculade ou autre que vous avez reçu dans le tibia? Ça pique, pas vrai? En plus de ces entraînements qui peuvent presque faire penser à de la torture, il y a un risque non négligeable pour la santé. Cette fois, je ne parle pas ou plus des entraînements mais des combats. Les combats des enfants peuvent être bien plus violents que ceux des adultes, surtout quand on sait qu'ils sont en pleine croissance, ce qui veut dire que leur corps n'est pas encore totalement formé. Cela peut engendrer chez eux de graves complications. Il y a d'ailleurs parfois des séquelles irréversibles au niveau du cerveau, de la boîte crânienne, de la cage thoracique ou des muscles. Peng prend de gros risques en combattant et encore plus en combattant régulièrement. Le gamin doit parfois combattre à 23h. Il peut même avoir 2 ou 3 combats dans la même soirée après avoir encaissé une longue série de coups, tous plus violents les uns que les autres et après avoir dépensé une énorme masse d'énergie. Sachant aussi qu'entre les entraînements du matin et ceux du soir, le petit Peng doit aller à l'école. Bon, entre nous, il passe le plus clair de son temps affalé sur son siège, la tête posée sur ses bras croisés, et dort pour essayer de récupérer de ses longues journées éprouvantes. Mais son grand-père tient absolument à ce que son petit-fils aille à l'école pour s'instruire, se sociabiliser et s'amuser. À chaque fois qu'il rentre à la maison, même s'il est totalement exténué, il espère toujours que son rêve va se réaliser. Il rêve souvent de voir ses parents sourire debout devant lui, habillés de vêtements colorés, très propres, lui sourire, les bras ouverts, prêts à lui faire un gros câlin. Ses parents lui manquent terriblement. Fort heureusement, le respect, l'estime et la reconnaissance de son entraîneur, la complicité fraternelle, le soutien de ses camarades de classe et l'amour intarissable, inépuisable de son grand-père lui permettent de trouver de la motivation, de l'énergie et de l'optimisme. Peng est plein d'espoir. Quand on pose la question suivante au petit Peng, comment fais-tu pour tenir? Sous-entendu, comment fais-tu pour faire face à tes plus gros challenges comme la peur, la douleur et la fatigue? Il répond, je pense à mes parents, à mon frère et à mon grand-père, c'est devenu une habitude. Avant d'ajouter, de toute façon, je n'ai pas le choix. C'est exactement le sujet du jour, le choix, l'habitude ou plutôt les habitudes. Pourquoi les habitudes ou plutôt les bonnes habitudes sont indispensables? Tout simplement parce que, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres routiniers. Nous dormons, nous nous levons, nous mangeons, etc., etc. 40% de vos actions sont automatiques selon Wendy Wood, psychologue britannique experte en psychologie et professeur à l'Université de Californie du Sud. Plus de 40% de vos actions sont automatiques, et ce, pour le meilleur et pour le pire. Nous avons besoin d'habitudes et de routines, principalement par économie. Comme vous le savez, très souvent les résultats intéressants ne viennent qu'au bout d'un certain temps après avoir répété et enchaîné un certain nombre d'actions. Il faut de la discipline pour atteindre un certain niveau de résultats. En général, plus les résultats sont ambitieux et plus il faut du temps et de la discipline. La discipline s'acquiert avec les routines qui se transforment en habitudes. Concrètement, vous connaissez beaucoup de personnes qui ont perdu plus de 10 kilos sans l'effet yo-yo, c'est-à-dire sans les reprendre en quelques jours. Vous connaissez beaucoup de personnes qui ont réussi leur carrière sans étudier pendant des mois, voire des années. Vous connaissez beaucoup de personnes qui ont réussi à créer une activité pérenne sans bosser pendant des semaines, des mois, voire des années. Voici selon moi les 3 principaux avantages de l'habitude. 1. La facilité. Rappelez-vous de vos débuts avec le volant ou le guidon entre les mains. Le nouveau conducteur doit se concentrer beaucoup plus, dépenser davantage d'énergie et de ressources. Une fois que vous maîtrisez votre véhicule, alors vous êtes moins fatigué et du coup c'est plus facile. Numéro 2, l'économie de la conscience.
Avec les habitudes, on réfléchit moins, du coup on utilise moins notre attention et notre conscience, ce qui développe davantage la volonté et la liberté. Exemple, puisque je n'ai plus besoin de me concentrer pour conduire, je peux faire autre chose comme manger, téléphoner, discuter, etc., etc. Numéro 3, l'apaisement. Le fait de réfléchir constamment pour trouver une solution peut engendrer du stress et de l'inquiétude. Exemple, Michel qui se dit, de manière consciente ou inconsciente, je suis totalement serein à l'idée de prendre le volant ou de chevaucher mon vélo. Il y a naturellement d'autres avantages comme l'expertise, le perfectionnement, la socialisation, le gain de temps, etc., etc. En tout cas, vous avez bien compris l'importance des habitudes, et notamment des bonnes habitudes. Alors, quelle est la différence entre une routine et une habitude? Pour faire simple, une routine, c'est un ensemble de tâches définies, établies et prévisibles qui vont être séquencées. Et une habitude, c'est une capacité, une aptitude obtenue, développée et travaillée grâce à l'expérience qui permet de mettre en place des actions concrètes et réelles. En bref, la routine qui devient une seconde nature est une habitude. Comment faire pour être discipliné? Il y a plusieurs manières de développer son focus, sa discipline et d'installer de bonnes routines et de bonnes habitudes. Je vous propose de nous focaliser sur ce que je considère, au même titre qu'un grand nombre d'experts, comme étant les 3 plus puissantes. Numéro 1, la mission ou la mission de vie. C'est tout simplement la raison profonde liée à une douleur profonde qui vous pousse ou qui va vous pousser à vous dépasser, à bosser, à surmonter vos peurs en vous projetant et en visualisant. Exemple, Magali en a marre de son surpoids, elle est terrifiée à l'idée d'attraper le diabète ou d'autres maladies plus graves, elle ne veut surtout pas que ses enfants reproduisent le même schéma. Oui, parce qu'elle sait que son surpoids est essentiellement lié à ses mauvaises habitudes alimentaires et à son manque d'activité physique. Elle a eu le déclic lorsqu'elle a vu un reportage. Autre exemple, Patrick est un ingénieur en électronique qui bosse depuis 15 ans dans la même boîte. Suite à un manque d'épanouissement, un manque de reconnaissance et un ennui profond, il décide de lancer son entreprise. 9 mois plus tard, il stagne parce que dans sa tête, c'était plus une échappatoire, un loisir, un jeu qu'une véritable activité. Il a identifié son besoin profond lorsque son fils de 5 ans lui a dit « Je vous laisse deviner ce qu'il lui a dit ». En bref, la mission de vie, c'est quelque part l'idée d'arriver à se dire « C'est tellement difficile que je dois le faire ». Numéro 2, les habitudes. Comme vous l'avez compris, les habitudes, ou plutôt les bonnes habitudes, ont un réel pouvoir sur notre quotidien, notre santé, notre vie, notre réussite, etc., etc. Pour arriver à acquérir de bonnes habitudes, il faut en comprendre avant tout le mécanisme. On peut ajouter également l'accompagnement pour augmenter l'engagement. Tous les grands coachs, experts, formateurs, thérapeutes, entrepreneurs, sportifs, consultants ont ou ont eu un coach, un formateur, un consultant ou un mentor. Les 3 étapes pour installer de bonnes habitudes. Le chiffre 3 est un chiffre magique. On peut simplifier le processus en 3 étapes. 1. La libération. Il faut identifier les anciennes, notamment les mauvaises habitudes, à travers l'élément déclencheur ou le signal pour les remplacer. 2. L'intégration. Ensuite, il faut installer de nouvelles habitudes. 3. L'assimilation. Enfin, il faut que ces nouvelles habitudes deviennent comme une seconde nature. Voici un exemple simplifié. 1. Corinne adore manger les chips à sa pause de 10h12 et à sa pause de 14h17. 2. Corinne tente de remplacer le paquet de chips par une pomme. 3. Corinne tente de répliquer le process pendant 3 jours, puis 7, puis 14, puis 21, etc., etc. Pour aller plus loin, durant tout le processus, elle va tâcher idéalement d'identifier principalement les émotions, les comportements et l'environnement liés à cette habitude pour plus d'impact. Pour illustrer cette stratégie, reprenons la boucle neurologique en 3 étapes mentionnée par Charles Duhigg dans son livre Le pouvoir des habitudes. 1. Le signal, c'est le stimuli, le déclencheur suscité par votre cerveau qui va déclencher une action. Ce signal est bien souvent lié à votre environnement, lieu, date, heure, comportement des autres individus, état interne, situation émotionnelle. Si je reprends mon exemple, Corinne est dans la salle de pause, au bureau, face au distributeur, en train de discuter avec sa collègue Magali, un coca à la main. 2. La routine. L'action est déclenchée en tant que réponse au stimuli. Magali se rue sur le paquet de chips pour le dévorer goulûment. 3. La récompense. Elle agit comme ciment entre le signal et l'action liée suite à la routine. Elle est source de dopamine, d'anticipation de dopamine et d'ancrage. Magali est contente, heureuse, avant de regretter, avant de penser et de faire un clin d'œil au prochain paquet. Combien de temps pour créer, installer, prendre ou changer une habitude? Certains vous diront 7 jours, d'autres 18, d'autres 21, d'autres 28 et pour certains, c'est carrément 254 jours. Le chiffre qui revient le plus en ce moment, c'est 66. Philippa Lally, un chercheur psychologue qui travaille à l'université College London, a mené avec son équipe une étude intitulée How Are Habits Formed? Modeling Habit Formation in the Real World, que l'on pourrait traduire en français par
Comment se forment les habitudes? Modélisation de la formation des habitudes dans le monde réel, qu'elle a publié dans le European Journal of Social Psychology en juillet 2009 pour déterminer la durée nécessaire afin de créer une habitude. Alors avec son équipe, ils ont suivi 96 personnes pendant 12 semaines. La règle était la suivante. Chaque personne devait adopter un nouveau comportement. Chaque individu était libre de choisir le niveau de difficulté. Certains se sont contentés de tâches simples comme le fait de simplement s'assurer d'avoir apporté leur bouteille d'eau pour le déjeuner, quand d'autres optaient pour des challenges plus complexes comme le fait de courir 15 minutes tous les soirs après le dîner. Verdict, c'est ce fameux 66 qui est ressorti. Il faut en moyenne 2 mois ou 66 jours selon l'étude pour changer un comportement. Depuis, notamment dans le monde anglo-saxon, c'est, on peut le dire, la référence centrale. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une moyenne. Cela, bien évidemment, peut varier. En effet, sachant que dans l'étude, l'écart oscillait entre 18 jours pour les plus rapides et 254 jours pour les plus lents. La bonne nouvelle est que le docteur Philippa Lally a découvert et confirmé ce que je constate régulièrement avec les personnes que j'accompagne, les écarts ne sont pas rédhibitoires, dans le sens où le fait de rater une occasion n'affecte pas sensiblement le processus. En clair, inutile de vous flageller, vous morfondre ou vous culpabiliser si vous brisez la chaîne exceptionnellement de temps à autre. Ce qu'il faut également retenir, c'est que, quoi qu'il en soit, ça nécessite du temps et des efforts. En moyenne, 2 mois. La grande question maintenant est comment savoir quand la routine est devenue une habitude? Pour y répondre, je vais m'appuyer sur une citation d'un expert en leadership, Robin Sharma, qui a écrit dans son livre « Le moine qui vendit sa Ferrari » la phrase suivante. « Tous les changements sont difficiles au début, désordonnés au milieu et délicieux à la fin. En clair, le jour où vous avez plus de mal à ne pas faire plutôt qu'à faire, alors la routine est devenue une habitude. » Exemple, le sportif qui, même s'il est fatigué, ne peut s'empêcher de faire sa séance de sport parce qu'il sait qu'il se sentira beaucoup moins à l'aise dans ses baskets s'il n'y va pas plutôt que l'inverse. En clair, lorsque la routine devient plaisante, alors il y a de fortes chances qu'elle soit devenue une habitude. En conclusion, même s'il y a beaucoup à dire, ce que l'on peut retenir, c'est, comme vous le savez, le mental et notamment le Big Why ou pourquoi fort, les habitudes et l'accompagnement sont essentiels pour atteindre des résultats intéressants, voire explosifs et incroyables. Plutôt que de chercher à supprimer des habitudes, il faut chercher à les remplacer. Acquérir de nouvelles habitudes, disons de nouvelles bonnes habitudes, nécessite du temps et des efforts, en moyenne 2 mois, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, puisqu'une fois qu'elles sont ancrées, la magie peut opérer. Et vous, quelles sont vos mauvaises habitudes? Quelles sont vos bonnes habitudes? Et quelle habitude aimeriez-vous changer ou acquérir? Yeah. I don't care how good you are in anything, you don't have discipline, you ain't nobody. Right. You're nothing without discipline, because you give up under the slightest struggle without discipline. 100%. I mean, discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Doing what you hate to do, but do it like you love it. That is a great quote. Mm-hmm. And if you can do that, you could be successful in anything. You normally are. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été utile, instructif et source de réelle valeur ajoutée. Si oui, faites-le moi savoir en laissant une appréciation, un commentaire et en partageant à d'autres personnes de votre entourage qui pourront également être inspirées. Si vous voulez aller plus loin, alors je vous invite à découvrir les autres contenus à forte valeur ajoutée sur le site amadium.com. Pour être notifié des futurs podcasts et bénéficier de clés, pépites et astuces approfondies, rejoignez dès maintenant la communauté Amadium en laissant simplement votre email sur le site. Encore merci pour votre attention, votre intérêt et votre confiance. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.